soir de Christophe Deloire, qui est secrétaire général de Reporters sans frontières. Bonsoir Christophe. Et bonsoir Ulysse Gosset. Soyez les bienvenus dans cette émission. Marina Ovsianikova, votre visage est connu dans le monde entier désormais à cause de cette séquence que nous allons revoir. C'était il y a bientôt un an. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность. Je le disais, c'était il y a bientôt un an. Avec le recul, quand vous voyez ces images, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Очень тяжелые мысли. Ну, во-первых, знаете, я хочу начать с того, что я хочу выразить несомненную поддержку народу Украины. Voudrais exprimer tout mon soutien au peuple de l'Ukraine. Aujourd'hui, 70 missiles ont été tirés. L'armée russe a fait des tirs sur tout le territoire ukrainien. Donc maintenant que je suis alors que je suis dans ce studio, je voudrais exprimer mon soutien au peuple de l'Ukraine. Mon acte de protestation, il a eu lieu il y a pratiquement un an. Et à l'époque, à ce moment-là, je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. En fait, j'étais persuadé à 90% que je n'allais pas pouvoir le faire. Je pensais que j'allais me faire arrêter à l'approche du studio, que j'allais me retrouver dans la Loubianka et personne ne saura rien de mon geste, du projet de mon geste. Mais puisque j'ai réussi à le faire, le risque était toujours là. Je risquais jusqu'à 15 ans de prison conformément à la nouvelle loi sur les fakes au sujet de l'armée russe. Oui, parce que vous travailliez à l'époque sur cette chaîne, donc Channel One, vous êtes russe, vous mesuriez les effets, on va y revenir. Il y a eu des conséquences évidemment pour votre vie et jusqu'à aujourd'hui. Vous ne regrettez absolument pas ce geste. Aujourd'hui, vous le referiez? Je serais prêt à le faire aujourd'hui également. Mais à l'époque, il fallait qu'il y ait une personne qui dise « Regardez, le roi est nu, il a construit autour de lui une fabrique de la propagande qui risque de s'effondrer très bientôt. » En Russie, aujourd'hui, une réalité parallèle est construite par les chaînes de télévision de l'État, et de toute façon, il n'en reste plus d'autres. Il y a une réalité parallèle, mais la vérité va transparaître un jour. Et donc, cette fabrique de propagande ne pourra pas tenir éternellement. Qui est le donneur d'ordre? Qui fabrique cette propagande? Est-ce que c'est Vladimir Poutine lui-même ou est-ce qu'il a sous lui des gens qui décident, qui appellent, qui écrivent dans les chaînes comme Channel One pour dire « Voilà le message officiel, voilà la voix du Kremlin » ? Ну, вы понимаете, надо сказать, что в России не осталось вообще никаких независимых телеканалов. De chaînes de télévision indépendantes en Russie, il n'en reste plus. Les médias, en tout cas la télévision, toutes ces chaînes sont contrôlées par le Kremlin, soit directement, soit indirectement. Ils appartiennent à des oligarques amis du gouvernement. Donc, ils sont tous sous influence. Toutes les chaînes sont sous influence. On parle beaucoup sur des livrets qui seraient envoyés, diffusés entre les chaînes. Mais j'en ai jamais vu. Concrètement, sur ma chaîne, notre direction nous donnait des éléments de langage et nous donnait l'angle sous lequel il fallait faire des reportages sur tel ou tel sujet, comme par exemple au sujet de cette guerre, on nous avait dit dès le premier jour qu'il ne fallait pas dire le mot guerre et qu'il fallait dire uniquement opération spéciale. Donc c'est une réalité parallèle. C'est la direction des chaînes russes qui impose aux journalistes, aux présentatrices, aux présentateurs les mots qu'ils doivent dire. C'est comme ça que ça se passe.
Да, конечно, существует определенный набор терминов. Например, украинцев мы никогда не называем украинцами. На нашем телевидении, на российском телевидении украинцы только нацисты, националисты, последователи Бендеры, фашисты. Quand on parle de la guerre, on parle de nazis ukrainiens, de Banderi, etc. Donc la télévision fait un travail de déshumanisation des Ukrainiens et de déshumanisation des Occidentaux également. Et chez beaucoup de gens, cette vision a pris, donc les gens pensent, beaucoup de gens pensent que l'Occident malicieux essaie de détruire la Russie, qui, elle, est entourée d'ennemis et fait tout pour tenir bon. Nous ne devions pas montrer les images de la destruction, les images des réfugiés qui fuient les villes assiégées. Nous devions diffuser uniquement des chars et des avions, l'armée qui vient libérer les Ukrainiens de leur gouvernement. Ulysse. Votre geste a eu un retentissement énorme à l'Ouest, en Europe, en France en particulier, mais en Russie. Est-ce que le fait d'avoir pu protester publiquement contre la guerre au début de la guerre, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que vous pensez que les Russes sont sensibles à votre geste? On a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a toujours une majorité qui soutient le régime, qui soutient Vladimir Poutine. Est-ce que vous pensez que votre geste a eu un impact et est-ce que d'autres gestes similaires ont un impact ou bien est-ce que l'opinion publique russe, finalement, n'a pas réagi et reste, je dirais, soit muette, soit favorable au régime? Je pense que la majorité de la population n'en sait rien de mon geste de protestation. Dès le lendemain, il était interdit de mentionner mon nom à la télé. Les journalistes qui voulaient faire un entretien avec moi, on leur disait de ne pas le faire. Même commerçante, un quotidien russe de renom qui maintient une certaine neutralité, commerçante avait fait un entretien avec moi, mais finalement, il n'a jamais été publié. Et ailleurs, mon nom a été supprimé sur les sites et ailleurs. Donc maintenant, je ne suis pas du tout mentionné dans l'Internet et dans les médias russophones. Une grande partie de la population ne connaît même pas mon nom. Quant à votre question sur le soutien à la guerre en Fédération de Russie, je pense que les chiffres qui sont diffusés sont des chiffres inventés par le Kremlin, des chiffres qui disent qu'il y a 70, 80, 90% de soutien à la politique de Poutine. Ce sont des sondages dans un contexte autoritaire, totalitaire. Très peu de gens acceptent de donner des réponses sincères. Ceux qui acceptent de parler sont des personnes qui soutiennent Poutine. Et les gens qui ont des convictions d'opposition, souvent ils refusent de participer à des sondages. Rien qu'hier, j'ai lu un article sur un sondage qui a été fait auprès des jeunes et 40%, plus de 40% de jeunes de moins de 30 ans aimeraient émigrer. Et cela représente bien plus la réalité. Ces gens-là, ils ont peur de subir les répressions politiques. Ce n'est même pas une question de lavage de cerveau, conviction. Ils ont juste peur parce que la Russie a construit un État policier. Il y a plusieurs millions, plus de 3 millions de personnes, rien que dans la police. Je ne parle pas ici de l'armée et d'autres structures. Donc les gens, ils ont peur. Ça veut dire que la Russie, pour vous, est une dictature? Конечно, это практически сталинские времена, это сталинские репрессии. Посмотрите, что они делают с Навальным, как они его пытают, они уничтожают. Méthodes staliniennes. Regardez ce qui se passe avec Navalny, qu'est-ce qu'il subit. Il y a des nouveaux articles du code pénal sur les fausses informations sur l'armée, etc. Ils sont utilisés activement. Beaucoup de gens se sont retrouvés en prison pour avoir été en désaccord. Et même la psychiatrie punitive commence à faire son retour aujourd'hui. Alors, il y a bientôt un an, nous nous étions parlé en vidéo après ce geste. Vous veniez d'être arrêté et vous deviez être jugé.
Aujourd'hui, vous êtes en France. Je voudrais comprendre, et pour clarifier les choses pour nos téléspectateurs, ce qui s'est passé dans cet intervalle. Et Christophe Delord nous expliquera comment Reporters sans frontières a pu vous aider, vous accompagner dans une partie de cette histoire. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en prison en Russie, pour dire la chose clairement? Comment est-il possible que vous soyez aujourd'hui en France sur un plateau de télévision? Il y a eu une enquête pénale contre moi en vertu de cet article sur les fakes sur l'armée, parce que moi j'ai parlé du nombre d'enfants décédés à Boutcha et à Mariupol. Donc officiellement, la Russie considère que ce sont des mensonges. Le juge a refusé d'écouter les arguments de mon avocat, qui faisait référence au site de l'ONU, où ce nombre d'enfants décédés est publié également. Mais du point de vue des autorités russes, les seules informations vraies, ce sont celles publiées sur le site du ministère de la Défense russe. Donc, quand on parle de Boutcha, de Mariupol, tout ça, ce sont des mensonges du point de vue russe. Il devait y avoir une audience au tribunal et mon avocat a commencé à me dire officieusement que je devrais partir avant mon audience parce que je n'avais aucune chance de gagner mon procès. On m'avait dit aussi, tu ne vas jamais réussir à rien prouver aux autorités. Je voudrais également remercier, je ne pourrai jamais assez remercier Reporters sans frontières pour m'avoir aidé. Mon avocat les avait contactés et RSF m'avait aidé à quitter la Russie. Donc la partie en Russie, c'est mon avocat qui m'a conseillé. Et ensuite, une fois que j'ai quitté la Russie, c'est Christophe et Reporters sans frontières qui se sont occupés. Comment avez-vous fait? Vous avez quitté Moscou. On raconte que vous avez dû passer la frontière entre la Russie et l'Occident à pied. Racontez-nous cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez être libre, finalement? Donc moi, j'ai quitté la Russie, j'ai fui la Russie avec ma fille, j'étais assigné à domicile. Mon avocat a quitté également le pays, donc je peux en parler. Nous avons changé plusieurs fois de véhicule, donc il y a des gens qui nous ont transportés. Je ne peux pas dire exactement par quelle route, par quel trajet je suis passé, mais j'ai eu des problèmes. Nous nous sommes perdus, j'étais en larmes, j'étais prête à revenir et me rendre et aller en prison. Je m'étais dit que c'était une mauvaise aventure, mais finalement c'était un succès et mon sort aurait pu être bien plus triste. Donc il y a eu des patrouilles, etc. de police, de service des frontières. Et donc, j'ai dû traverser un champ, une forêt, des zones marécageuses pour pouvoir traverser la frontière où quelqu'un m'attendait de l'autre côté. À quel moment vous êtes intervenu, Christophe Delord, Reporters sans frontières? En fait, la première fois qu'on a échangé avec Marina, c'était quelques jours après son acte. Le jour où elle a brandi c'est en direct sa pancarte à la télévision russe. Et à l'époque, je lui avais dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? On a continué à se parler à un moment où Marina était en Ukraine. Et puis en septembre, Marina nous a contactés. Elle a dit, j'envisage de quitter Moscou, est-ce que Reporters sans frontières peut m'aider? On a réfléchi et on lui a dit, oui, on est en mesure de vous aider. Donc ça veut dire que Reporters sans frontières a aidé Marina en gros, à être exfiltrée de Russie? Ça veut dire qu'on a, dès avant son départ, c'est quelques jours après que Marina est partie, fait en sorte que l'ensemble de l'opération puisse bien se passer. Ça a été évidemment une grande affaire. Il y a eu des amis qui ont aidé en Russie ce trajet, puisque Marina était assignée à résidence, elle avait un bracelet électronique, il y avait autour de chez elle des proches
poutiniste qui pouvait dénoncer s'il voyait qu'elle partait. Mais pardon, Christophe Delorme, mais vous nous racontez un film d'espionnage. C'est-à-dire qu'il a fallu couper... Il a fallu acheter les droits par Hollywood. Il a fallu couper le bracelet électronique, il a fallu tromper la sécurité des gardes, c'est ce que vous nous dites? Marina est partie avec une pince pour pouvoir couper son bracelet électronique au bout d'un moment. Et puis elle est partie un vendredi soir. Pourquoi le vendredi soir? Tout simplement parce que même si c'est un appareil policier très intense, il y a beaucoup de fragilité. Et le vendredi soir, les policiers vont boire. Surveille moins les caméras, surveille moins les alarmes des bracelets électroniques. Et ce qui a permis de s'engouffrer dans cette petite faille dans le dispositif et de partir. Est-ce que Reporters sans frontières a également aidé Marina à la suite? C'est-à-dire qu'il y a eu un contrat proposé par nos consoeurs et confrères allemands de Die Welt qui attendait Marina en Allemagne. Est-ce que vous êtes intervenu dans le processus aussi ou est-ce que ce contact s'est fait de manière différente? Non, rien à voir, parce que ce dont vous parlez, Die Welt, c'était au printemps où Marina était allée en Allemagne, puis en Ukraine, et après elle était repartie en Russie, où il y avait ses enfants, toutes ses affaires, et en Russie, où elle a à nouveau manifesté sur le quai Sainte-Catherine, près du Kremlin, pour les enfants ukrainiens, et c'est depuis la Russie qu'elle nous a contactés. Et là, donc, Die Welt n'a plus rien à voir avec eux. Justement. Aujourd'hui, l'asile politique en France, vous avez obtenu l'asile politique, vous êtes réfugié politique en France maintenant. Quel est votre statut à Paris? Je suis titulaire d'un visa de travail allemand, mais ensuite, en arrivant en France, j'ai demandé l'asile. Et je précise qu'Emmanuel Macron avait proposé une aide consulaire allant jusqu'à l'asile au mois de mars dernier, et qu'à l'époque, vous l'aviez refusé, cette proposition française. Non, absolument. Le président de la République avait formulé cette proposition d'asile politique. Et donc, quand Marina a fait le choix de partir, on s'est assuré qu'elle puisse venir en Europe. Il y avait le visa Schengen. Et puis, il y avait la possibilité de cet asile politique. Et je dois dire que cette promesse a été tenue. Vous êtes parti, vous êtes revenu en Russie, vous êtes reparti. Certains s'étonnent que vous ayez pu faire ces allers-retours. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été arrêté à nouveau quand vous êtes retourné en Russie? Possible. Il y avait bien sûr un risque et tous mes amis me disaient ne rentre pas en Russie, tu te feras arrêter dès l'arrivée à l'aéroport. Mais ça n'a pas eu lieu et je pensais que ça n'allait pas avoir lieu parce que le Kremlin voulait m'utiliser pour son propre jeu et on avait commencé à diffuser des histoires selon lesquelles je travaillerais pour la MI6. Une fois que j'ai quitté la Russie, maintenant on lance des rumeurs selon lesquelles je travaillerai pour le FSB. Donc il y a tout un jeu. Et moi j'ai participé à ce jeu parce que moi je devrais revenir en Russie pour récupérer ma fille au moins. Et je me disais que si je rentre en Russie, je ne vais pas me taire. Et si j'ai cette possibilité, je vais faire du bruit. J'ai écopé de plusieurs amendes pour des entretiens que j'ai faits, pour des publications sur Facebook. Au bout de quelques amendes, la quatrième amende a causé déjà le lancement d'une enquête pénale parce qu'ils ont compris que je ne m'arrêterai pas. Je voudrais m'arrêter sur ce point précis, vous l'avez évoqué, vous avez dit « j'ai joué ce jeu pour faire avancer ma cause ». Ça veut dire que vous avez joué le jeu dans quelle mesure? Parce que les accusations, les doutes à votre sujet continuent d'exister. Certains continuent de penser que vous êtes une espionne, un agent double, que vous travaillez pour l'Occident, pour Moscou. Donc vous nous dites ce soir, non, à aucun moment je ne travaille pour personne, je pousse juste ma cause à moi. Exactement. Je peux vous dire que je n'ai fait que à exprimer ma position. Je ne travaille pas. J'ai exprimé ma position. Je n'ai pas été payé pour cela. Et cela fait plusieurs années que je n'étais pas content de ce qui se passait en Russie, de la propagande. Donc, ce geste est le résultat d'une réflexion longue. J'ai eu une enfance pas facile. J'ai vécu en Tchétchénie quand il y a eu la guerre. J'ai tout
tout perdu. Mon père est ukrainien, donc il y a eu beaucoup de facteurs personnels qui ont influencé ma décision. Je ne pouvais plus garder la bouche fermée. Mais comme vous savez, n'importe quel événement peut ensuite être utilisé par le Kremlin. Ils adorent toutes sortes de théories mystiques. En tout cas, j'ai bien senti comment fonctionne cette propagande sur moi-même. Je l'ai ressenti sur moi-même. Sur ces accusations farfelues d'espionnage, parce qu'au fond, ça tient pas du tout, ni en fait, il n'y a pas un bout d'indice qui laisse à penser que ça pourrait être vrai, et il n'y a pas même un scénario plausible en dehors d'indices. Donc, ça tient pas debout. Les choses sont très claires. Marina Ovsiannikova est devenue une figure de la lutte contre la propagande. Là, ces derniers mois, ce qu'elle a réussi, c'est l'équivalent des grandes traversées du mur de Berlin, des plus grandes fuites. Ça a été une histoire extraordinaire. Ah bah, oui, romanesque même. Le jour où elle est partie, je me souviendrai toujours de ce soir-là, je vous aurais pas dit qu'à Reporters sans frontières, on aurait parié que ça allait marcher. Il y avait des risques énormes à beaucoup de moments. Et Marina racontait tout à l'heure que quand elle a fait son acte le 14 mars, elle n'était pas sûre que ça allait marcher. Mais par la suite, il y a eu beaucoup de choses dont il n'était pas du tout certain que ça allait marcher. Oui. Et le courage, la détermination ont fait que ça a été le cas. On est, Marina, quasiment à 1 an du début de l'invasion russe de l'Ukraine. Est-ce que Poutine peut gagner la guerre? Est-ce que l'Ukraine peut perdre? Quel est votre sentiment profond? Et je précise, et que peut-il dire le 21 selon vous? Parce qu'il va parler, il va s'adresser au peuple russe le 21, la semaine prochaine. Il a l'air totalement déterminé, les Ukrainiens sont totalement déterminés, ils ne veulent pas négocier, ils veulent regagner leur territoire. Qu'est-ce que vous nous dites à 1 an de cette guerre? Vous savez, c'est une guerre qui doit se terminer par une victoire sans concession de l'Ukraine. Sans cela, il n'y aura, même pour la Russie, il n'y aura aucune chance de construire un pays démocratique. Il faut un peu secouer la Russie, la débarrasser de cette charge du poutinisme pour qu'elle change de direction. Si la guerre continue ou si la Russie gagne, cela ne s'arrêtera jamais. Les ambitions impérialistes de Poutine ne s'arrêtent pas à l'Ukraine. Ensuite, c'est la Transnistrie. Ensuite, les Pays-Bas, Lettonie, Lituanie, Estonie. Il ne s'arrêterait pas. Ce n'est que le démontage du régime de Poutine qui permettra d'arrêter tout cela. Donc moi, je suis persuadé que cette guerre doit se terminer par une victoire sans concession de l'Ukraine, par un tribunal pour les responsables de cette guerre, du déclenchement de cette guerre. Elle devrait être jugée par un tribunal international. Récemment, j'ai lu qu'un groupe international de juges et d'enquêteurs a commencé le travail. Je comprends que c'est un travail de longue haleine, mais je ne doute pas que la communauté internationale pourra s'unir pour mener cela à bout. J'ai 2 questions rapides, s'il vous plaît, pour terminer. La première, je ne vais pas donner de détails évidemment, mais vous êtes protégé aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de mourir? Est-ce que vous pensez que votre vie est menacée? Vous savez, mes amis plaisantent à ce sujet. Ils me disent « Que préfères-tu, polonium, Novichok ou un accident de circulation ?» Je refuse de faire ce choix. Je pense qu'en France, je peux être plus ou moins en sécurité. Je regarde le futur positivement. Bien sûr, je prends certaines précautions, mais je pense que tout se passerait bien. Je ne suis pas un ennemi aussi important pour Poutine, pour qu'il s'occupe de moi. Donc je pense que le risque est limité. Et un tout dernier mot, qu'avez-vous perdu dans cette affaire? Je crois avoir lu que, par exemple, vos relations avec votre fils, qui est un homme qui a 18 ans, 19 ans, sont devenues très compliquées suite à votre prise de position.
J'ai tout perdu en réalité. Pour pouvoir dire la vérité, j'ai tout perdu. J'ai perdu une partie de ma famille, donc mon fils et ma mère ne me parlent plus. J'ai perdu ma maison, mon travail, évidemment. Et c'est pour la deuxième fois de ma vie que je deviens réfugié. Si on m'avait dit cela il y a 30 ans, qu'aujourd'hui j'allais être à nouveau réfugié, je n'aurais jamais cru cela. Il faut que je recommence tout à zéro, c'est assez compliqué. Je ne parle pas français, malheureusement. J'ai commencé à apprendre, mais cela prendra un certain temps. Donc oui, je peux dire que j'ai tout perdu. Juste une chose, est-ce que pour que la guerre s'arrête, il faut que Poutine quitte le pouvoir ? Oui, je pense que dès le premier jour où Poutine n'est plus président, quelle que soit la raison pour cela, la guerre s'arrêtera. Et j'ai beaucoup d'espoir en cela. La Russie et les Russes ont été incapables de protester et efficacement, mais j'ai beaucoup d'espoir en ce qu'il y ait une révolution de palais pour que Poutine soit écraté, sans violence, sans forcément de violence. Si quelqu'un vient le voir et lui dit « la guerre est perdue, il faut démissionner, sinon quelqu'un s'en prendra à nous », cela permettrait de résoudre la situation. Et il faut faire la communication doit faire que Poutine, en sorte que Poutine perde cette guerre. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation de cette première interview à la télévision en France. Merci d'avoir été avec nous sur BFM TV.